L'Union européenne ne financera pas les élections communales. La Commission électorale nationale indépendante ou CENIT lance un appel de fonds à la communauté internationale. Le gouvernement connaît les gros bonnets du pillage systématique des forêts de bois précieux, d'après Tudiajno, député élu à Sonerani-Vung. Le procès en appel du Rubigate est ouvert aujourd'hui. Silvio Berlusconi, ancien Premier ministre, a été condamné à 7 ans de prison et à une peine d'inéligibilité pour prostitution de mineurs et abus de pouvoir. Avec Philips, entrez dans un monde de rire, de frissons, d'émotions, de sensations. Vivez le grand spectacle de la Coupe du Monde avec la série 9000 de Philips, la Smart TV à écran 65 pouces Smart, LED Ultra HD. SIDEF, une garantie de qualité. Bonsoir à tous, bienvenue et merci de nous rejoindre sur Cool TV pour ce journal en français. À la une des actualités ce jour, l'Union européenne ne financera pas les élections communales. La Commission électorale nationale indépendante ou CENIT lance un appel de fonds à la communauté internationale. Ce mois de juillet est le dernier délai accordé par la CENIT pour le vote du projet de loi sur les communales au niveau de l'Assemblée nationale. Par ailleurs, les bulletins uniques pour les 4 législatives partielles sont déjà imprimés. Les détails. Le projet de loi sur les élections communales n'est pas encore passé au Conseil des ministres hier. C'est un passage obligé avant d'être proposé au vote de l'Assemblée nationale. La session ordinaire de la Chambre basse touchera à sa fin le 1er juillet prochain. La CENIT a fixé un délai pour que le vote du projet de loi se fasse dans les normes. La Commission est encore en pleine phase de concertation dans le cadre du PASEM pour le financement. La présidente de la CENIT explique que le financement d'élections communales n'est pas une habitude de l'Union européenne. Toutefois, la CENIT a effectué lundi dernier un lobbying au sein du comité de pilotage. D'ailleurs, les communales font partie des élections sur lesquelles l'Union européenne a émis des engagements dans la feuille de route. L'État malgache a déjà alloué un budget pour l'organisation des élections communales, mais la présidente de la CENIT explique que l'impression des bulletins uniques et l'organisation de formations requièrent des financements supplémentaires. Concernant les législatives, l'impression des bulletins uniques en Afrique du Sud est déjà en cours et leur arrivée au pays est prévue ce mois de juillet. Ils seront distribués dans les 4 districts concernés. Les bulletins viennent des fournisseurs et seront colligés par bureau de vote pour éviter d'éventuelles photocopies frauduleuses. Donc, seuls ces bulletins versés dans les urnes seront valables, a précisé la présidente de la CENIT. La formation des formateurs, appelée formation Bridge, une collaboration de la CENIT avec la communauté africaine, s'est terminée ce jour. Les 30 participants ont reçu des certificats. La CENIT prépare actuellement la mise en place de l'organisme qui va lui succéder. D'autres informations sur les élections, le sort réservé par le gouvernement au projet de loi et aux recommandations qui lui ont été soumis n'est pas encore connu. Depuis des semaines, aucun écho n'est sorti des conseils de ministres. Le Malagasy Miaramieng attend toujours des retours sur ses propositions, les premières à être déposées à l'Assemblée nationale. À part les élections communales, celles des sénateurs et des chefs de région sont des urgences qui doivent figurer au programme selon le président national du Malagasy Miaramieng, Adzwanjenen Arvel, ce jour. Des élections qui sont interdépendantes. Suivez les explications. Avant d'entamer les élections, quelles sont les structures dans lesquelles travaillent ces collectivités territoriales décentralisées? Il faut savoir comment va-t-on procéder aux élections. On ne remet pas en cause le scrutin de liste.
Mais il importe de connaître les procédés au niveau des régions, car les élections régionales n'ont pas encore été organisées alors que les communes et les régions s'interdépendent. Comment va-t-on procéder pour élire les sénateurs? Car les gens issus des communes et régions vont les élire. Tout cela doit être clair, précis, pour éviter de nouvelles troubles au pays. Telle est la raison pour laquelle nous avons élaboré ces projets de loi. Étant donné que j'ai été maire, ministre de la décentralisation auparavant, ces projets de loi élaborés conjointement avec diverses entités sont ouverts au débat au niveau de l'Assemblée nationale pour une décentralisation effective au pays. La question d'argent est le problème de la réconciliation nationale, d'après le FFM au Filankev-Chinfi Avanana Malagas, ou Comité de la réconciliation malgache. L'absence du Fonds de solidarité nationale prévu par la feuille de route a été pour beaucoup dans les difficultés rencontrées par le FFM. Les détails avec Nanjian Rajansan. La mise en place du Fonds national de solidarité aurait dû relever de la FFM, mais jusqu'ici, il n'a pas bénéficié d'un quelconque financement. Selon des sources, des aides seraient attendues des bailleurs de fonds. Les membres du FFM ont déjà porté ce dossier à l'Assemblée nationale, au Premier ministre, au Président de la République, mais sans résultat. Concernant l'ancien président de la République, Marc Ravalomanana, le FFM affirme qu'il s'est entretenu avec l'avocat mandaté par Marc Ravalomanana depuis l'Afrique du Sud. Deux options ont été avancées, la demande de l'amnistie de plein droit ou la demande de l'amnistie sur requête. Jusqu'ici, Marc Ravalomanana ne voudrait entendre parler ni de l'une ni de l'autre. Lors des entretiens, le FFM a évoqué les événements de l'université de Mahajang et les troubles sanglants dans le Grand Sud. Le FFM dément les déclarations selon lesquelles la mission de réconciliation est suspendue faute de réconciliateurs. La poursuite de l'entreprise de réconciliation dépend ainsi de la mise en place du Fonds national de solidarité. La séance ordinaire du FFM, commencée le 22 mai, a pris fin ce jour. Ces demandes d'amnistie ont été reçues. Elles seront envoyées à l'Assemblée nationale pour le vote. 5 candidats vont s'affronter pour le poste de chef de l'opposition. C'est le point focal de la rencontre tenue à l'espace Mangouté entre ceux qui se déclarent comme parti d'opposition. La rencontre n'a pas drainé des foules. Le courant Tina Soufredi, par exemple, n'a pas répondu à l'appel. Ernirin Rapari. Alain Ramarson et Alain James reviennent dans l'actualité politique pour briguer officiellement le fauteuil de chef de l'opposition et, selon la Constitution, de 7e vice-président de l'Assemblée nationale. Servent de faire valoir Njenerina Max Fabien du parti Sangan Madagascar, Samyar Florio du Tamami et Rassembzav Cyril de l'Exopole. Pour l'instant, il y a loin de la coupe aux lèvres. Ils ne sont représentés au Parlement. Ils ne disposent pas non plus pour l'instant d'un programme précis d'alternative à la politique du gouvernement. Selon les calculs de ceux qui se réclament de l'opposition, aucun des politiciens candidats aux dernières élections ne peuvent prétendre au titre de chef de l'opposition. Jean-Louis Robinson, par exemple, serait exclu malgré sa seconde place contre Erazon Armapian à la présidentielle. Le candidat médecin souligne ce jour qu'il ne s'oppose pas au régime actuel d'une façon ménichéenne, mais note des imperfections au niveau de la gouvernance. Jusqu'à présent, le décret d'application portant clôture du dépôt des dossiers sur la formation de partis d'opposition n'est pas encore publié. Bref, il n'y a pas encore de parti d'opposition. Pourquoi court-il ? L'exportation de bois de rose illicite n'est pas prête de prendre fin, d'après Toud Arnaud, député élu à Soneranvung. Il affirme que le gouvernement connaît les gros bonnets du pillage systématique des forêts de bois précieux. La question qui se pose est pourquoi les poursuites ne sont-elles pas engagées, ni les noms dévoilés. Le projet Mivot Shumia Sanvundnul Want Kuntatanarajarn a été lancé officiellement ce jour, un partenariat entre l'Union européenne et l'Alliance Vargassi. Regardez. Les forêts protégées de Soneranvung figurent parmi les grandes victimes du trafic de bois de rose. Si le cas des bois de rose saisis au Kenya, au Sri Lanka ou à Singapour ne sont pas encore totalement élucidés, la coupe et l'exportation de bois de rose continuent dans l'impunité totale. Des rumeurs circulent sur une campagne de coupe et d'exportation prévue les 24, 25 et 26 juin. Le député Toud Arnaud, élu à Soneranvung, exige que l'État prenne ses responsabilités. Il est scandalisé que le gouvernement malgache connaisse les commanditaires, mais refuse de sévir ou du moins de révéler leur nom par l'enclenchement d'une procédure judiciaire.
Le trafic des bois précieux occupe le devant de l'actualité de Madagascar. Jusqu'ici, aucune solution durable n'est mise en place. Les suites données à la saisie des bois de rose à l'étranger ou dans la grande île sont recouvertes par une lourde chape de silence officiel. Et d'après Anjanji Amang, directeur de l'Alliance Voyage-Gaz, seule la transparence et l'application stricte de la loi peuvent mettre fin au pillage. Le partenariat entre l'Union européenne et l'Alliance Voyage-Gaz a été officiellement lancé ce jour. L'Europe a alloué un financement de 600 000 € pour le projet MiVoc qui durera 3 ans. Les communautés travaillent pour la gestion et le partage équitable des richesses en traduction libre. Nous allons partir en Italie pour les actualités internationales. Le procès en appel du Rubygate s'est ouvert aujourd'hui. Silvio Berlusconi, ancien Premier ministre et chef de file du parti de droite Peuple de la Liberté, est accusé de prostitution de mineurs et d'abus de pouvoir. Il avait déjà été condamné en première instance en juin 2013 à 7 ans de prison et à une interdiction à vie de mandat public. France 24. À peine un petit encart en une de la presse italienne ce matin. Une poignée de caméras seulement devant le tribunal de Milan. L'ouverture du procès en appel du Rubygate n'a pas déchaîné les médias. Silvio Berlusconi était absent à cette audience. En première instance, il avait écopé de 7 ans de prison pour prostitution sur mineurs. L'ex-cavaliere va désormais tenter d'obtenir la réduction, voire l'annulation de cette peine. En 20 ans de vie politique et 33 procès, Silvio Berlusconi est toujours passé à côté de la case prison. Mars 2013, il comparait pour violation du secret de l'instruction dans le rachat de la banque Unipol. Verdict, 1 an de prison ferme. Silvio Berlusconi fait appel, il sera finalement relaxé. L'an dernier toujours, il est condamné pour fraude fiscale dans l'affaire Mediaset. Une peine d'1 an de prison qu'il fait transformer en travaux d'intérêt général. Le voilà désormais qui s'occupe de malades d'Alzheimer dans ce centre, une demi-journée par semaine. Selon la presse italienne, le verdict du procès en appel du Rubygate pourrait tomber en septembre. Si sa culpabilité est confirmée, Silvio Berlusconi, en habitué des procès, pourrait une fois encore ralentir la procédure et se pourvoir en cassation. Nouvelle étape dans la longue bataille juridique sur l'avenir de Vincent Lambert. En état végétatif chronique depuis 6 ans après un accident, le rapporteur public du Conseil d'État a annoncé qu'il préconisait de laisser mourir Vincent Lambert. Il recommande aussi l'annulation de la décision du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui s'était prononcé pour son maintien en vie. France 24. Le rapporteur du Conseil d'État a tranché. Il se prononce contre le maintien en vie de Vincent Lambert. Il recommande donc d'annuler la décision du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui lui avait ordonné le maintien en vie du patient. Depuis des mois, les membres de sa famille se déchirent. Son épouse réclame une euthanasie passive. Ses parents s'y opposent. Pour trancher ce douloureux dilemme, 3 experts ont été mandatés. Les médecins confirment que l'homme de 39 ans tétraplégique est atteint d'une maladie grave et incurable. En revanche, il ne se prononce pas d'une manière catégorique sur l'effet que procurent sur le malade les soins qui lui sont prodigués. Une décision difficile à prendre pour les sages du Conseil d'État. Vincent Lambert n'avait laissé aucune directive écrite et n'avait désigné personne pour parler en son nom. C'est la première fois que le Conseil d'État est amené à se prononcer sur une question de vie ou de mort. Sa décision marquera donc un précédent. Restez avec nous, juste après le journal, suivez le Team Mondial 2014 et l'émission Mikuloevich. Fin de cette édition, merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.